Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de ce journal, les printemps arabes 10 ans après, le 17 décembre 2010, la Tunisie connaissait le début de sa révolution de jasmin. Une décennie plus tard, le bilan est en demi-teinte entre acquis démocratiques et désillusions économiques. La MINUSCA, la mission des Nations Unies en Centrafrique, inquiète des tensions préélectorales. La mission appelle les groupes armés à se conformer aux engagements pris lors de la signature de l'accord de paix du 6 février 2019. Et le Rwanda a conclu un accord de e-commerce avec Singapour. Avec cette signature, le pays rejoint la plateforme numérique internationale d'affaires de la Banque centrale de Singapour, plateforme qui permettra aux entreprises rwandaises de vendre à l'international plus aisément. Le 17 décembre 2010, Mohamed Bouazizi, jeune marchand ambulant tunisien, s'immolait par désespoir. Son geste allait marquer le début de la révolution de jasmin en Tunisie. 10 ans plus tard, l'espoir suscité a laissé place à des frustrations malgré les acquis démocratiques. Gladys Mamba. 17 décembre 2010, 17 décembre 2020. Il y a 10 ans jour pour jour, un vendeur de fruits tunisien de la ville de Sidi Bouzid, Mohamed Bouazizi, s'immolait, excédé par la corruption et le harcèlement policier. En mettant fin à ses jours par le feu, le marchand ambulant ignorait qu'il embraserait malgré lui tout un pays et déclencherait un mouvement de contestation sans précédent qui s'étendrait à plusieurs pays. Mais 10 ans après, la ville de Sidi Bouzid, où le printemps arabe est né, n'incarne plus l'espoir d'un changement tant espéré. Il y a une corruption endémique dans ce pays. Il y a des pillages dans ce pays. Il y a des gouvernements qui sont incapables de gérer les affaires publiques. Il y a un endettement important dans lequel l'État est tombé et ce pays se dirige vers la faillite. La question est de savoir comment pouvons-nous sauver la Tunisie. La révolution de jasmin a mis fin le 14 janvier 2011 à un peu plus de 2 décennies au pouvoir du président Zine El Abidine Ben Ali, au prix de plusieurs centaines de vies. Une décennie plus tard, la situation économique de la Tunisie s'est détériorée avec un déficit budgétaire qui devrait atteindre un niveau record de 14% du produit intérieur brut, un taux de chômage de près de 20% et une forte migration clandestine de la jeunesse vers l'Europe. Une crise sans précédent aggravée par la pandémie de Covid-19. Tous nos établissements sont ruinés et qui les a ruinés? Les 10 ans qui ont passé sont responsables de cette ruine. 10 ans avec ces gens au pouvoir qui sont venus de l'extérieur de la Tunisie et qui nous ont fait vivre sous pression. Nous vivons dans une situation dont nous n'avons jamais été témoins auparavant. Ce pays de 12 millions d'habitants, qui en 2010 a déclenché un tsunami, est aujourd'hui submergé par une situation sociale, politique et économique maussade. 10 ans après le soulèvement populaire, le constat est amer. Le jasmin, emblème de cette révolution, a fané. Et en Tunisie, justement, le vaccin contre la Covid-19 sera gratuit, et ce pour toute la population. L'information a été confirmée par le directeur général de l'Institut Pasteur Echmi Louzir, qui a toutefois indiqué que le vaccin ne serait pas obligatoire. La campagne de vaccination devrait se dérouler par ordre de priorité. Le premier lot du vaccin sera réceptionné à la fin du mois de mars 2021. Le pays comptabilise à ce jour près de 4000 décès liés au coronavirus. En Centrafrique, les élections présidentielles et législatives auront lieu le 27 décembre prochain. À une dizaine de jours maintenant de ces échéances, la MINUSCA, mission des Nations Unies dans le pays, s'est dite préoccupée par les tensions préélectorales. L'accord du 6 février 2019 a pourtant déjà apporté des avancées sécuritaires encourageantes. Nelly Claude Bessard. 22 mois après l'accord de paix conclu entre le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés en février 2019, la situation demeure malgré tout complexe. En dépit de l'insécurité qui persiste dans plusieurs parties du territoire et les tensions vives entre le pouvoir et l'opposition, des avancées significatives ont été enregistrées. Le niveau des violences a baissé et la restauration de l'autorité de l'État a été rétablie. Néanmoins, les groupes armés continuent de s'affronter entre eux en violation des dispositifs du dit accord. L'amélioration du climat sécuritaire a permis le désarmement et la démobilisation de 1674 ex-combattants provenant de 8 des 14 groupes armés.
Cet accord, le 13e depuis 2012 dans ces pays déchirés par des conflits récurrents, avait ceci de particulier que c'est un savant mélange de dispositions institutionnelles, politiques, économiques, judiciaires et sécuritaires, et dont l'enjeu c'était de faire intégrer dans la vie politique et institutionnelle les chefs rebelles. Les dangers de l'épée de Damoclès qui était suspendue sur leur tête étaient atténués par la création d'une commission vérité, justice, réconciliation et réparation. Au 7 septembre 2020, l'opération d'enregistrement des électeurs avait été menée dans 3487 centres d'inscription sur les 3608 prévus par l'autorité nationale des élections, soit un taux national de 96,65%. De plus, pour assurer le bon déroulement des scrutins présidentiels et municipaux, les FACA et la MINUSCA se déploient régulièrement dans le pays. L'impact est une baisse effective de la violence, la levée de beaucoup de barrières de raquettes et bien entendu l'amélioration de la qualité du processus électoral actuel par rapport à celle du passé. Ces processus se déroulent dans un environnement apaisé. Enfin, grâce à cet accord, la politique a repris le dessus sur la Kalachnikov. L'accord de paix du 6 février 2019 revêt un caractère symbolique et renvoie à l'importance du document et son efficacité à créer les conditions optimales pour les élections groupées du 27 décembre 2020. Dans l'actualité également, l'Union européenne a décidé de suspendre son aide à l'Éthiopie en raison du conflit au Tigré. Les 90 millions d'euros de paiement d'appui budgétaire sont ainsi reportés. La crise du Tigré a débuté le 4 novembre dernier avec une attaque militaire du gouvernement éthiopien contre le parti au pouvoir de la région. Conflit qui aurait fait des milliers de victimes et 950 000 déplacés. Le Rwanda va intégrer la plateforme numérique d'affaires de la Banque centrale de Singapour. Un accord de partenariat a été signé en ce sens, une coopération pour le développement du e-commerce qui devrait apporter de nouvelles opportunités aux entreprises rwandaises. Joël Maribalo. La République du Rwanda vient de signer un accord de coopération pour le développement du e-commerce avec Singapour. À travers cette signature, le gouvernement rwandais obtient la garantie de participer au projet Business Sans Borders, une initiative publique de l'autorité monétaire de Singapour qui vise à accélérer la numérisation des petites et moyennes entreprises et des services commerciaux. Cette coopération met en évidence le renforcement du partenariat FinTech entre le Rwanda et Singapour et jette les bases d'une exploitation de la FinTech dans un secteur financier plus intelligent, plus efficace et plus inclusif dans nos pays respectifs. Déjà présenté comme l'épicentre de la révolution numérique en Afrique, le Rwanda espère développer ses exportations et offrir à ses entreprises locales l'opportunité d'acquérir une expérience du commerce électronique transfrontalier. Toute l'Afrique entière, on est à moins de 2% du commerce électronique, c'est 1,5% tout simplement. Donc il va falloir travailler davantage pour pouvoir, bien entendu, gagner énormément aussi à travers le commerce électronique. Il n'y a plus une initiative à l'échelle continentale qui irait dans le sens de mettre sur pied une compagnie de navigation aérienne et à côté de ça, on met dans son pendant une compagnie de navigation aérienne africaine cargo. Mais il faut forcément penser à cela parce que sans cette compagnie de navigation aérienne cargo, pour pouvoir transporter ce qui est en Afrique, aller livrer en Europe, en Océanie ou un peu partout ailleurs, ça sera une vue de l'esprit de croire qu'on peut tirer davantage de succès du grand leader que je viens de citer, Amazon, l'américain, et puis Alibaba, le chinois. L'introduction du Rwanda sur cette plateforme de commerce mondial stimulera la capacité et la compétitivité des entrepreneurs et acteurs d'affaires du pays à travers la création d'opportunités et le partage d'expériences. Le ciel soudanais s'éclaircit après son retrait de la liste noire des États-Unis. Le pays pourrait bénéficier d'un allègement de sa dette. L'Union européenne s'est engagée à soutenir les efforts du Soudan à poursuivre ses réformes économiques. Nelly Claude Bessard. La finalisation du retrait du Soudan de la liste américaine des États qui parrainent le terrorisme représente une étape importante pour la transition politique et économique en cours au Soudan. Cette décision a ouvert la voie à l'aide à l'allègement de la dette et à l'investissement dans ce pays. En effet, les États-Unis et l'Union européenne se sont engagés à soutenir les efforts du Soudan
pour obtenir un allègement de la dette en 2021 dans le cadre de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés. Le fait d'avoir une annulation de la dette va rééquilibrer et réassainir les comptes publics du pays. Et ils peuvent utiliser ce surplus notamment ou cette possibilité d'annulation de la dette pour avoir un peu plus de crédit et pour pouvoir éventuellement financer des projets d'investissement, notamment pour relancer la croissance du pays. Pour les experts, cette mobilisation autour de l'annulation des 60 milliards de dollars de dette extérieure du Soudan représente une dynamique positive pour la reprise économique du pays, ce qui devrait à son tour encourager davantage le Soudan à poursuivre la mise en œuvre des réformes économiques nécessaires. Ainsi, l'appui international des principaux acteurs internationaux contribuerait à obtenir des subventions de développement et des emprunts auprès du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. Je pense qu'il y aura un double impact, un impact au niveau macroéconomique avec les politiques monétaires efficaces, un impact au niveau de la population avec des politiques d'investissement afin de pouvoir aider les populations les plus dominées, notamment en matière d'investissement social, pour permettre à la population de pouvoir obtenir les gains de la croissance. Précisons que la crise économique et l'inflation se sont aggravées au Soudan en raison de la pandémie de coronavirus et d'une série d'inondations qui ont dévasté le pays cette année 2020. Du sport à présent, et cette affaire qui a éclaté en 2019, juste après la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte, où Amadou Diaby, alors vice-président de la Fédération guinéenne de football, avait été reconnu coupable de corruption par la chambre de jugement de la commission d'éthique indépendante de la FEGIFOOT. Il était alors accusé d'avoir réclamé au sélectionneur national de l'équipe de football une commission de 10%. Compte rendu du dernier jugement avec José Douglas. Et Amadou Diaby se voyait infliger une suspension de 7 ans, dont 5 ans ferme et une amende de 25 000 €, accusé d'avoir perçu une commission de 10% sur le salaire du sélectionneur de l'époque, le Belge Paul Pout, qui lui-même est interdit à vie d'exercer en Guinée. Mais Amadou Diaby a saisi le TAS, le tribunal arbitral du sport. Les juges de la Cour arbitrale indépendante ont estimé sa requête recevable et ont validé la décision rendue le 16 août 2019 par la commission d'éthique de la Fédération guinéenne de football. La cause était alors renvoyée à la commission d'éthique de la FEGIFOOT, la Fédération guinéenne de football, pour une nouvelle instruction. Monsieur Diaby avait été condamné de manière anormale par la commission d'éthique de la FEGIFOOT au mois d'août 2019. Ce n'est pas moi qui dis que c'est de manière anormale, mais c'est bien le tribunal arbitral du sport qui l'a dit dans sa sentence du 13 août 2020. Les droits de M. Diaby avaient été violés de manière particulièrement grave. À cela s'ajoute que la sentence du TAS ne contenait pas le moindre considérant selon lequel M. Diaby aurait commis quelque acte que ce soit de corruption. Amadou Diaby, alors vice-président de l'époque à la Fédération guinéenne de football, avait été suspendu de ses fonctions pour des faits qualifiés de racket envers l'ex-sélectionneur belge. Le TAS, qui avait été saisi par M. Diaby, avait estimé que ses droits n'avaient pas été totalement respectés durant la procédure et la FEGIFOOT est donc lourdement condamnée. Pour la suite, M. Diaby n'a guère le choix. Il a déjà déposé, depuis la sentence du TAS du mois d'août, 2 recours et 2 requêtes de récusation auprès de l'instance de recours de la FEGIFOOT. Ces 4 procédures déposées n'ont fait l'objet d'aucun accusé de réception, d'aucune réponse et bien évidemment d'aucune décision. La raison n'est que, semble-t-il, la FEGIFOOT n'a pas constitué d'instance d'appel ou de recours. Le TAS, qui a notifié aux parties le jugement, et la FEGIFOOT devra payer à M. Diaby 48 735 francs suisses. À ce montant s'ajoutent 10 000 francs suisses mis à la charge de la FEGIFOOT, la fédération qui doit donc un total de 58 735 francs suisses à M. Diaby. Enfin, la commission de discipline de la FIFA a ouvert une procédure contre la FEGIFOOT pour non-respect à la sentence du TAS du 13 août 2020 qui condamnait déjà la FEGIFOOT à 10 000 francs suisses. Dossier à suivre. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.